Trouvez-vous que vos revenus sont justifiés? Très bonne question. L'écart entre les riches et les pauvres, l'inégalité est innée dans tout système économique. Quasiment 50% de la population ne paye pas d'impôts directs. Et bien sûr, ils sont tous convaincus que les autres 50% devraient payer davantage. Moi, je trouve que, moi, personnellement, je paye un niveau d'impôt acceptable. Vous, comme président de banque, l'objectif, évidemment, c'est ça rapporte le plus aux actionnaires, hein, finalement. Non, la réalité est bien plus complexe que ça. Maudit que ma job serait facile si tout ce que j'aurais à faire, ce serait de maximiser les profits. Il y a 1426 milliardaires sur la planète. Parmi eux figurent 10 Québécois. Tous ces gens-là se partagent 5 400 milliards de dollars, 17 % de plus que l'an dernier. Il ne s'est jamais créé autant de richesses et les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Au Canada, les PDG les mieux payés empochent en 3 jours ce que le travailleur moyen met une année à gagner. Les hauts revenus sont en hausse et ceux de la classe moyenne font du surplace. Et l'écart ne cesse de s'accroître. La crise financière de 2008, dont nous subissons encore les effets, a alimenté le débat sur les inégalités. J'ai voulu connaître la perception des gens fortunés par rapport au fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Est-ce qu'ils se sentent concernés? Sont-ils interpellés? En ont-ils tout simplement conscience? Que pense le fameux 1% visé par la contestation populaire? Des financiers, des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises ont accepté de parler des abus du capitalisme. Cofondateur du Cirque du Soleil où il a fait sa fortune, Daniel Gauthier prône un capitalisme plus humain. Il est aujourd'hui à la tête d'un grand projet récréo-touristique dans la région de Charlevoix. L'entrepreneur Serge Godin a fondé CGI en 1976. Son entreprise de services conseil en technologie de l'information a connu une expansion fulgurante et compte aujourd'hui près de 70 000 employés dans 40 pays. Sa fortune a atteint le milliard de dollars en 2013. Ces gens qui étaient dans la rue, là, les gens d'Occupy, Wall Street et puis un peu ailleurs, puis il y en a eu à Montréal, puis il y en a eu un peu partout, et qui montrent du doigt le 1% dont vous faites partie de ce 1%. Moi, je pense pas qu'il pointerait du doigt à ce qui nous concerne, nous. C'est sûrement ailleurs. Enfin, peut-être pas vous personnellement, mais enfin... Tout le monde pourra probablement vous dire cela. Définition égalité. Si on met les gens au travail, si les gens travaillent, s'il n'y a pas de misère, les gens vont accepter qu'il y ait des différences de rémunération. Ce qui est triste, hein, c'est lorsque les gens n'ont pas d'emploi. Et puis, malheureusement, il n'y a rien à manger sur la table. Alors, moi, je pense que comme société, c'est là où on devrait mettre l'accent. À chaque fois qu'un gouvernement arrive avec une politique, à chaque fois qu'une grande entreprise veut essayer veut investir, pensons donc emploi avant. D'après moi, la majorité des problèmes puis des crises sociales qui, dans certains pays, se transforment en guerre, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'écarts. Puis aujourd'hui, avec les moyens de communication, tout le monde est capable de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs sur la planète. Tout le monde est capable de se comparer, hein? Puis j'ai rien contre les entrepreneurs puis qui font de l'argent, puis ça fait partie des motivations. On était très motivés au cirque quand on faisait bien de l'argent. Mais s'il y a juste les compagnies qui font de l'argent, puis tout le monde s'appauvrit, puis que l'écart est de plus en plus grand, puis on a de plus en plus de problèmes sociaux, puis il y a un problème quelque part. J'ai voulu entendre Pierre-Carl Péladeau, actionnaire principal de Québecor, et Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque nationale,
sur la concentration de la richesse entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint d'individus. Sur une base planétaire, vous regardez la planète, est-ce qu'elle est plus inégale qu'elle était il y a 25 ans? Sur une base planétaire, la réponse c'est non. Parce que le différentiel entre les riches et les pauvres dans les différents pays sur la planète est moins pire qu'elle était il y a 25 ans. En Occident, cependant, c'est un fait qu'il y a des gens qui se sont enrichis beaucoup plus rapidement que la moyenne de la population. La différence entre les riches et les pauvres et l'élargissement de l'égalité des revenus, c'est pas la cause, c'est une conséquence. La cause, c'est tout le changement qu'on a connu du point de vue technologique, économique, sociologique au cours des 20-30 dernières années. Et puis, je vous le dis, moi, il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale, c'est la différenciation entre les gens qui gèrent le changement et ceux qui le subissent. On est encore 99 là, en Occident. On est d'accord contre le 1 Ça, c'est un discours de 1 versus 99, là. C'est quoi? C'est 1... Et pourquoi le 1,5 de 1 là? C'est où? Ça vient d'où, ça, le 1 C'est qu'à un moment donné, 1 au Québec, vous réalisez que vous couvrez pas seulement tous les entrepreneurs. Là, les présidents de banque, là, il y en a 2 au Québec sur 8 millions de population. Alors, c'est pas le 1 ça. On fait partie du 1 Mais le 1 au Québec couvre à peu près tous vos professionnels de la médecine, à peu près tous vos entrepreneurs, à peu près toute la classe qui gère les grandes entreprises. Là. C'est pas juste les 3-4 magnats de la finance là, qui, apparemment, pourraient gérer la planète. Là. Il y a eu une amélioration continue de la condition humaine. On a vu l'élargissement au 20e siècle d'une classe moyenne qui n'existait pas au 19e siècle. Certains vont dénoncer la mondialisation, mais il n'existait pas de classe moyenne en Chine. Puis maintenant, c'est probablement là où la classe moyenne est la plus importante. C'est tellement vrai des fois aussi que ça crée des problèmes environnementaux. C'est vrai pour la Chine, c'est vrai aussi pour l'Inde, bien que peut-être en Inde, il y a encore davantage d'inégalités. C'est vrai aussi pour plusieurs pays d'Amérique du Sud. Donc, tu sais, tout compte fait, je pense que l'humanité, entre guillemets, s'est enrichie. J'ai aussi sondé de jeunes entrepreneurs prospères, 2 millionnaires du web, Éric Boyko et Alexandre Taillefer, de même qu'une gestionnaire visionnaire, Christiane Germain, cofondatrice du groupe Germain, une entreprise hôtelière qui compte une dizaine d'établissements au Canada. Moi, je ne sens pas comme entrepreneur, comme créateur d'emplois, que les gens m'en veulent parce que je réussis. Par contre, je vois des gens qui encaissent des sommes d'argent totalement injustifiées et je peux comprendre ceux qui en veulent à ces gens-là. Même moi, comme actionnaire parfois de certaines de ces compagnies-là, j'en viens pas. Je trouve pas ça correct. Je pense aux banquiers, il y a des courtiers qui font des sommes d'argent, je pense à des dirigeants d'entreprise. Je pense pas que la solution soit dans le fait que tout le monde gagne le même salaire, là, comprenez-moi bien. Là. Et je pense qu'il peut y avoir une rémunération selon les résultats. Mais je pense qu'on a traversé, là, on est passé de l'autre côté, puis c'est nettement exagéré. Vous vous souvenez là, des Occupy Wall Street, les indignés et tout. Est-ce qu'ils ont raison de vous d'en vouloir au 1 Je pense quand même, on a peut-être 30 de la population que je trouve qui sont pas nécessairement en ligne avec le reste de la société là, par rapport à ce qu'est les valeurs économiques, là, qui voient vraiment là, tout ce qui est création d'argent, les compagnies, les corporations, de façon extrêmement négative. Comme exemple, les banques. Moi, avec mes employés, j'ai pas question. Ils disent, les banques font du profit. Je dis, mais les banques appartiennent à qui? Bien, ça appartient à des méchants, les méchants qui font des gros bonus. Je dis, non, les banques, là, ça appartient à tous les Canadiens. Dans nos REER, on est actionnaires à travers quand on fait de l'assurance vie, mais à travers ça. Fait que les banques, c'est une entité qui n'existe pas, ça appartient aux actionnaires qui sont nous. Fait que si les banques canadiennes réussissent bien, bien, c'est bon pour nous autres. Il n'y a pas de méchants. Alors, il faut vraiment bien réaliser l'impact économique, ce que les gens, je pense, ne réalisent pas, tu sais. Je pense que là où ils ont raison, c'est dans la mise en place des infrastructures pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir accès à des chances équitables. Maintenant, que quelqu'un vienne ici et me dise « tu devrais habiter dans une maison de 1200 pieds carrés parce que tout le monde devrait être dans une maison de 1200 pieds carrés », ça s'appelle du communisme, c'est du trotskiste-léninisme, et on a décidé il y a 50 ans que c'était un modèle. En fait, on ne l'a pas décidé, ça a été prouvé, c'est un modèle qui ne fonctionne pas.
Les inégalités se creusent de plus en plus, mais pas partout. Aux États-Unis, c'est très important l'explosion des inégalités qu'il y a eu depuis 30 ans. Le 1 le plus riche, mettons autour de 1980, captait à peu près 9 de tout le revenu qui était engendré aux États-Unis. Maintenant, on est passé, juste avant la récession 2008-2009, on est passé à 24 Donc, de 9 à 24 un saut incroyable dans l'espace de 30 ans. Au Québec, en particulier, on a connu une légère augmentation des inégalités, c'est-à-dire de la part du 1 le plus riche, qui est passé de quelque chose comme 7 9 mais c'est pas une augmentation aussi faramineuse qu'aux États-Unis. Je pense que la population a beaucoup de difficultés à comprendre et à accepter la façon dont certains sont devenus extrêmement riches. Par exemple, personne n'en veut trop aux entrepreneurs qui ont bâti des entreprises. On n'entend jamais trop parler de Bill Gates ou de La Liberté au Québec, qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont fait à bâtir des entreprises. Les gens reconnaissent que bâtir une entreprise, c'est risqué. Il y a un mérite à ça, ça crée beaucoup d'emplois, enfin, etc. Donc, on est moins réticents. On est moins réticents aux vedettes du sport. On dit, au moins, ils savent jouer au hockey, ils savent faire quelque chose que l'on apprécie, en tout cas, comme spectateur. Ils en ont beaucoup avec les dirigeants d'entreprise où on est moins sûr que leur rémunération est à la hauteur véritablement de leur contribution. Et surtout, ils en ont, et c'est pour ça que ça s'appelait Wall Street, ça c'était sur Wall Street, ils en ont contre tout ce monde financier où là, il est difficile de voir la valeur sociale de ce qui est fait là. Dans le contexte de la mondialisation, et depuis qu'on a aboli plusieurs des règles visant à freiner la spéculation, les capitaux se déplacent de plus en plus librement d'une frontière à une autre. L'économie est maintenant dominée par la haute finance et se conforme de moins en moins à l'économie réelle, ce qui a permis à des initiés des milieux financiers de s'enrichir abusivement. Le marché boursier va toujours refléter l'économie réelle sur le long terme. Quand on regarde aujourd'hui la valeur d'une entreprise sur 20, sur 25 ans, cette valeur-là va toujours être reflétée dans la valeur du stock. Ça, pour moi, il n'y a pas de... le marché sur 20 ans est un marché parfait. Ouais. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est sur 2 jours, sur 5 jours, sur 15 secondes. Et aujourd'hui, les systèmes de transaction permettent de rentrer dans un stock et de sortir 17 millisecondes plus tard en ayant fait des millions de dollars de profit. Alors ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a une réflexion qui doit être faite sur les visées initiales du marché boursier et le monstre qui a été créé autour de ce marché boursier-là. Le financier Jean-Guy Desjardins a créé une société qui gère 66 milliards de dollars pour des caisses de retraite et des fonds de placement. De par sa profession, il fait partie de ceux qui sont visés par des indignés. L'économie, c'est comme un moteur d'automobile, c'est un moteur. L'économie, c'est une grosse machine. Hein? Puis la finance, c'est la pompe à gaz dans le fonctionnement d'un moteur, par exemple. C'est pas exclusif, là. Alors, tout ce que c'est la finance, c'est un morceau de la machine économique. Ça permet à la machine économique de fonctionner. Okay? Moi, je suis en finance. Je contribue au fonctionnement du système financier. Je joue un petit rôle là-dedans, parce que je fais tous les jours. Mais il y a beaucoup de gens qui participent au fonctionnement de l'ensemble de l'économie. On joue tous un petit rôle là. La finance, on manipule l'argent, mais c'est pas plus d'argent. Il y a beaucoup de gens en finance qui font pas plus d'argent que des médecins ou des ingénieurs ou des entrepreneurs en construction ou des gens de n'importe quel métier. Là. Vous, comme président de banque, l'objectif, évidemment, c'est que ça rapporte le plus aux actionnaires, hein, finalement? Non, ça, en partie, c'est vrai. Mais la réalité est bien plus complexe que ça. Maudit que ma job serait facile si tout ce que j'aurais à faire, ce serait de maximiser les profits. Actuellement, comme banquier, là, comme président de la banque, moi, je fais affaire avec au moins 4 parties prenantes. Les clients. Si je n'ai pas de clients, pensez-vous que je vais avoir des profits? Dans mes indices de performance, on suit la mobilisation, le nombre de clients qu'on a, la loyauté des clients, la satisfaction des clients. Deuxième groupe, si je n'ai pas d'employés, je n'ai pas de clients. Toute la mobilisation des employés, la formation des employés, est-ce qu'ils sont à la bonne place, est-ce qu'ils ont la bonne formation?